J'aimerais bien savoir d'où tu viens, en tout cas. Ouais, oui, je veux savoir de quelle ville tu viens. Ok, bon ben voilà, faisons ça. Comme ça, on aura l'un et l'autre. Le consensus des compromis. Voilà, ça c'est une sorte de consensus sans compromis. Donc, je te promets qu'à la fin, on va avoir la petite réunion de consensus de l'unanimité connectée. Ok, alors effectivement, l'histoire commence à être longue. Bonjour. Puisqu'elle a commencé il y a 50 ans. Je n'ai pas l'air très vieux encore, mais l'histoire a commencé il y a 50 ans. En fait, quand j'avais 4 ans, nous habitions dans une magnifique maison où mon grand-père était gardien. C'était le tribunal, je ne sais pas quel tribunal, en Pologne, puisque je suis né en Pologne. Et ce vieux bâtiment est découvert de la vigne vierge. Et c'était énorme comme bâtiment. Cette vigne vierge était gigantesque. Et dans cette vigne vierge, logeaient de milliers de moineaux. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle tout ça a été coupé après. Et j'ai un souvenir dans ma vie dans lequel le petit garçon de 4 ans sort de cette maison-là et se promène. Et je mets ma photo qui nous a été faite. Ah, je me promène avec mon papa, un beau mec là. Il devait avoir une petite trentaine d'années. Il est beau sur cette photo-là. Et on est tous les deux vraiment. Et il y a des moineaux qui tournent autour de nous. Et en fait, ces oiseaux-là, sortant de leur nid, faisaient ces fameux nuages qui volaient dans le ciel. Et moi, le petit, je l'observais. Et c'était vraiment quelque chose d'absolument merveilleux. Comme excellent. Et 50 ans plus tard, je fais ça. Comme job. Mon job, c'est de faire ça, ce qui faisait les moineaux. Ça veut dire de faire de la sorte que sans intelligence aucune, on peut faire des merveilles ensemble sans aucune tension. Il n'y a pas d'intelligence là-dedans. C'est le petit cerveau. Il y a une intelligence qui nous dépasse. Voilà. Pas de mental, tu veux dire. Voilà, il y a un autre type d'intelligence et je vais en parler. Donc ça c'était le début. Ça c'était le début. Après l'histoire nous amène un peu plus loin dans les années 80. Le plus âgé se souvient de Valéza et de Solidarność. Donc Valéza et Solidarność pour les plus jeunes, je raconte, c'est un peu comme Mandela et l'apartheid. C'est la source de chute du mur de Berlin. En août 1980, il y avait les premières grèves qui étaient initiées par Valéza notamment, qui ont pris une ampleur absolument extraordinaire et donné lieu à la création de premiers syndicats libres qui s'appelait Solidarité, dans le bloc communiste. Mais la lutte pour la liberté, la libération était tellement puissant, il y avait tellement de soulèvements qui se sont trouvés dans le sang. Il y avait l'année 56 à Poznań et à Budapest, il y avait l'année 68 à Prague, où les chars russes ont balayé le soulèvement. Il y avait les morts de Gdańsk en 70, et 10 ans après, il y avait de nouveau le soulèvement dans une tension absolument inimaginable et dans un espoir qui était encore plus grande. C'est pour vous dire qu'une fois quand la Solidarność était légalisée, dans l'espace de 3 semaines, il y avait 10 millions d'inscrits dans l'organisation sur 30 millions de population.
Ça veut dire, je vous laisse imaginer quel degré d'espoir était présent chez les gens pour massivement les uns et les autres rentrer dans une organisation qui était susceptible de pouvoir leur donner la liberté. Évidemment, j'étais là-dedans, comme tous les autres. Nous avons, en tant que les étudiants, créé des organisations indépendantes. Je suis devenu un des présidents des syndicats des étudiants de l'école des mines de Cracovie. Et un an et demi après, en décembre 81, il y avait l'arrêt de tout ça parce que ça devenait vraiment trop dangereux pour le système. Il y avait l'état des sièges de Jaruzelski. Tout était délégalisé et nous sommes passés à l'opposition. Donc, nous avons commencé par les grandes grèves. Il se trouve que moi, à 20 ans, avec les étudiants, nous sommes allés dans une grande fonderie stalinienne, 40 000 d'ouvriers, pour se cacher dans les bras de Solidarność, pour continuer la grève contre l'état de siège. Et puis, dans 2 jours, on se rendait compte que tous ces ouvriers avaient tellement peur pour leur famille, ils étaient tellement angoissés que nous, les gamins, on est devenus le leader de tout le mouvement. Parce qu'on n'avait rien à perdre, la jugeote fonctionnait de manière assez libre. Et puis, voilà. Donc, je finis par être leader de la grève d'une usine de 40 000 ouvriers internés en prison avec les géants, les éléphants de la libération du style Valuza, justement. Donc ça, de se trouver en prison est un des plus beaux jours de ma vie, puisque je me suis trouvé comme si j'étais nobilité, quoi. Je me suis trouvé confirmé par le pouvoir en place que ce que je faisais avait suffisamment de valeur pour me mettre en prison. C'était absolument fantastique. N'empêche, cette euphorie avait une autre facette, puisque une fois sorti de prison, nous avons continué la lutte, et je me suis trouvé face aux chars et au Kalachnikov, face au risque de mort, parce qu'il suffisait d'une balle, ils étaient réels. Et là, il intervient un deuxième moment fondateur pour la gouvernance organique. Je refuse de donner ma vie contre quelque chose. Je me dis, je ne vais pas mourir pour ça. Et je me suis dit, mais pourquoi je vais mourir? Qu'est-ce qu'il vaut la peine que je meure? Les toilettes sèches? Je vais donner la vie. Là, je vais à la manif et là-bas, je vais donner ma vie. Mais pourquoi je vais donner ma vie? Comment je peux savoir pourquoi ça vaut la peine de donner ma vie? Et voilà. Face à cette tension, vous voyez l'émotion énorme. À ce moment-là, c'était la question de la vie et de la mort. Je me suis posé la bonne question. Comment savoir quelle est ma raison d'être? Sans quoi, je ne suis plus. Et donc, évidemment, à partir de ce moment-là, j'avais des antennes déployées comme ça pour chercher la réponse à ma question. Comment trouver ma raison d'être qui me permettra de mourir pour? Tranquillement. Et sans regret. Effectivement, je fais énormément de formations par la suite et j'ai trouvé la réponse dans les années 90. Je vais y revenir. Avant cela, il s'est passé encore 2 autres éléments fondateurs. Quand nous avons créé notre syndicat indépendant, ça s'appelait Autonomie des étudiants de la faculté de mécanique de l'école des mines de Toulouse, nous étions vraiment... c'était héroïque, c'était fantastique, les gens avaient le cœur sur la main et étaient prêts vraiment à donner la vie pour la cause.
mais qu'est-ce qu'on s'est engueulé, qu'est-ce qu'on s'est fait chier, qu'est-ce que c'était insupportable, bon Dieu, qu'est-ce qu'on était épuisé à vouloir sortir une décision. C'était totalement invivable. Et donc là, évidemment, vient le deuxième aspect de recherche de ma vie, consensus sans compromis. Comment communiquer les uns avec les autres, comment sortir une décision. Et de nouveau, les antennes et les recherches étaient complètement déployées depuis ce moment-là pour chercher comment nous pouvons se battre, s'engager, se donner pour le noble cause tout en gardant une certaine unité et facilité de communication. Il y avait le troisième événement, c'est que comme j'étais assez déterminé, j'étais encore 2 fois en prison. Et la troisième fois, c'était vraiment assez grave puisque j'avais une imprimerie clandestine chez moi. Une deuxième la plus grande imprimerie clandestine en Pologne de ce temps. Dans un petit champ d'étudiants pas plus grand que celui-là. Et donc, effectivement, je te dénonçais à une certaine époque-là et je me suis trouvé en prison avec 10 ans devant moi. Et visiblement, on me traitait comme un ennemi d'État grave parce que je me suis trouvé dans une cellule de grande isolation avec les condamnés à mort à l'époque, avec une surveillance permanente et avec un type dans la cellule dont le rôle était de retirer les informations en permanence sur ce que je fais. Donc c'était assez brutal. Évidemment, ma carrière était brisée ces jours-ci, et donc la seule chose qui restait à faire, c'était prier. À l'époque, je n'étais pas très spirituel, j'étais plutôt un jeune intellectuel, ingénieur futur, militant à fond. Vous voyez les tableaux là. Mais là, il n'y a pas beaucoup de possibilités de rouler sa mécanique intellectuelle, ni de la ramener. Il n'y a rien à faire. Et là bon, ben, j'ai sorti mon chapelet de cateau, à peu près comme tous les Polonais que j'étais à l'époque, et je commençais à prier, de faire mon chapelet, et là, c'est passé des trucs, waouh! Et là, il se sont passés des trucs, bon voilà, maintenant, je sais ce qui s'est passé, je suis rentré en méditation, hein. Rien d'extraordinaire. Seulement que le contraste de la situation, des 10 ans de prison, de cellules de votre isolement, et mon état dans lequel je me suis senti tranquille, paisible, libre, heureux, avec 10 ans de prison devant moi, tranquille, aucun problème. Alors, à l'époque-là, quand un truc pareil vous arrive, oulala, c'est énorme. C'est énorme. Alors là, ça a vraiment bouleversé ma vie. Parce que là, je me suis dit, oula, si je peux être libre et heureux en prison, ça veut dire que ma lutte politique elle peut se cacher, quoi. Et du coup, j'ai commencé à explorer le côté spirituel. À l'époque, je pensais carrément que la grâce de Dieu m'a tombé dessus, que voilà, une élection particulière me destinait et que là, ben, il faut répondre à l'appel de Dieu, quoi. Et j'ai commencé à étudier la théologie et j'ai même voulu me faire prêtre. Je voulais arrêter mes études d'ingénieur. Grâce à Dieu, ni l'un ni l'autre n'était pas possible. Donc j'ai fini mes études d'ingénieur et je ne me suis pas fait prêtre. Tu as fini tes études d'ingénieur en prison? Non, parce qu'en fait,
une fois qu'on vous avait appris en prison tout ce que vous avez à apprendre, ben, il y avait une amnistie. Donc sur les 10 ans promis, je ne fais que 3 mois. Non mais oui, quand vous apprenez ce que vous avez à apprendre dans les conditions ne sont plus nécessaires. Tu veux dire que tu as fait tes classes de méditation en 3 mois? En 3 mois, oui. Voilà. Et donc, sortant de prison, je commençais à faire mon première expérience de communautaire. Je voulais, comme j'avais une certaine autorité comme leader de ces grèves dans cette énorme usine là-bas à Cracovie, et ben, je proposais à tous ces ouvriers et aux étudiants que nous étions de formuler un collectif. Et donc ça, c'était la première expérience de collectif, d'essayer de faire une communauté ensemble. Ce n'était pas une communauté de vie, c'était les gens habitant dans un même lieu, ben, nous formions ensemble, nous vivions ensemble, nous organisions des vacances communes, on appelait ça communauté. Et puis quelle était ma surprise que d'apprendre qu'il existait en France des communautés qui étaient quelque part déjà réalisation de ce que je rêvais de mettre en place. C'est pour ça que je suis venu en France. Je témoigne pendant 6 ans. Dans une communauté qui fonctionnait de cette manière-là. À l'époque, c'était encore la communauté catholique. Voilà. Et donc là, j'ai eu encore... Ça veut dire que j'ai été moine pendant 6 mois, je crois. Mais je faisais membre je faisais partie d'un ordre religieux. D'un ordre religieux. Ah, tu as fait tes vœux? Je n'ai pas fait le vœu, mais j'étais novice un peu perturbant pendant 6 ans. Donc ça durait longtemps. Dans quelle communauté? Dans les comités de Batitude. Voilà. Donc je suis sorti de cette communauté après 6 ans. J'ai fait le tour à peu près de ce que j'avais à apprendre. C'était aussi une très belle expérience au niveau de gouvernance, comme vous imaginez. Et là, en sortant, j'ai fait ma formation en PNL, en analyse transactionnelle, en thérapie brève, en hypnose ericksonienne, tous ces trucs-là, qui m'ont permis notamment, avec mes radars déployés, de trouver la réponse comment trouver ma mission de vie, ma raison d'être. En fait, ça s'est fait le jour quand j'ai appris l'existence d'un modèle de niveau logique de Gregory Bateson. On dit niveau logique de Bateson-Diels. Ces niveaux logiques disent que le moment fondateur pour l'existence de la personne, c'est un événement spirituel événement spirituel crée une identité. Et l'identité, quand elle est créée, elle déploie les croyances cohérentes avec cette identité. En fait, les niveaux supérieurs créent et conditionnent les niveaux inférieurs. Les croyances, ce que je crois possible, développe mes capacités. Capacité déclenche les actions. Et mes actions créent mon environnement. Voilà. Des valeurs? Valeurs sont là. Avec les croyances? Oui, valeurs, c'est des croyances. Et donc, ce jour-là, j'ai compris qu'il suffit de trouver l'expérience spirituelle. Mais qu'est-ce que c'est l'expérience spirituelle? Je me disais, mais attends, c'est gentil de dire que c'est... Mais c'est quoi l'expérience spirituelle?
J'ai fait une hypothèse à l'époque que l'expérience spirituelle, c'est un moment le plus heureux de ma vie. C'est un peu comme mon histoire de prison. C'est un moment qui vous tombe dessus et où vous êtes ultra heureux sans savoir vraiment pourquoi. Parfois vous savez pourquoi. Mais c'est un moment qui marque votre vie. Comme vous le savez déjà, j'ai découvert que j'avais 4 moments dans ma vie qui m'ont marqué, ceux dont je viens vous parler. C'est elles qui ont fait de moi ce que je suis et ont développé les croyances qui sont désormais les miennes. Hein? Radar étant déployé, ont développé la capacité que je vous partage maintenant. Et vous allez me voir en action et l'environnement organique maintenant est en train de se créer un peu de partout. Et quelle n'était ma surprise après des années, parce que je suis devenu fan, donc je développais toute une procédure que je maintenant utilise depuis 20 d'années, et que cette procédure sera appliquée durant la formation qui commence demain, qui nous permettra de découvrir la raison d'être individuelle, de voir l'expérience spirituelle, de découvrir les identités, de découvrir les croyances. En gros, c'est un package que depuis 20 ans que j'utilise cette méthode, j'ai affiné, j'ai développé, j'ai déployé. C'est vraiment quelque chose de très précis qui, à la fin du procédure, vous permet de déployer une vision des vies qui résulte de ma vibration d'anecdote, de mon expérience spirituelle. Vision de vie qui émane de ma vibration, c'est quelque chose de légèrement, parfois beaucoup différent, de patchwork de bonnes idées écolo, spi et machin qu'on se fabrique pour avoir une vision du monde. Parfois, les gens ont de grosses surprises pour voir que ce qu'ils sont vraiment, ce qui leur fait vibrer, amène à une vision du monde toute particulière et pas nécessairement telle qu'ils avaient jusqu'à maintenant. En tout cas, quand ils déploient cette vision-là, la banane est comme ça. Et donc, non seulement cette vision de vie va dans le travail que nous faisons jusqu'à développement du projet professionnel, en rapport avec cette vibration-là, et c'est ça le but. Hein? Vous vous rappelez au début, le rôle dans l'organisation correspondant à la raison d'être individuelle. Donc, projet professionnel individuel, se traduisant en rôle particulier dans une organisation. Deuxième élément, donc, le premier élément, je peux avoir un job, une activité, un rôle tout à fait structurant ma vibration, me ramenant au moment le plus vibrant de ma vie, à l'état le plus ouvert, le plus agréable, le plus beau que je connaisse. Deuxième élément, c'est une fois que j'ai déployé la vision de vie, je sais quelle est ma raison d'être. Je sais qui je suis. Ça veut dire qu'elle me permet de distinguer de ceux qui ont la même raison d'être de ceux qui n'ont pas la même raison d'être. Et éviter cette terrible réalité qui fait que les gens, sous prétexte de construction, un monde, un habitat collectif, une oasis, se réunissent ensemble alors qu'ils n'ont rien à faire ensemble. C'est comme les canards et les cygnes, vous voyez, c'est pas la même race. Et du coup, à travers de ces expériences-là, tout va les informer par les tensions qu'on appelle les tensions stratégiques. Qui ils sont, qu'ils ne sont pas comme ces gens-là. Et que d'être avec ces gens-là, ça devient insupportable à la longue.
Mais c'est un apprentissage extrêmement douloureux et lent de prise de conscience qui je suis, qui sont les miens, quelle est ma raison d'être. Ici, c'est extrêmement facile. On voit quelle est la raison d'être, on voit tout de suite qu'ils sont les miens, ils se mettent ensemble. Et de la même manière que dans un collectif dans lequel il n'y a pas de l'accord sur la raison d'être et il y a des tensions stratégiques, tout est bonne occasion pour que ça pète. De la même manière, dans un collectif qui est harmonisé au niveau de la raison d'être, tout est bon pour s'harmoniser. Il n'y a aucun obstacle. Tout finit par s'arranger. Ce que tu appelles la raison d'être, ça pourrait s'équivaloir à la clarté de l'intention. Pas nécessairement l'intention fondamentale, mais au fond, tout le travail sur la raison d'être sert à me ramener à qui je suis, à mon état de connexion. Cet état de connexion, il est souverain. La raison d'être, la structure du collectif, la mission de vie, c'est comme un coucou qui tire un planeur. Une fois quand je suis arrivé, j'ai plus besoin de vision, j'ai besoin de rien. Je suis souverain, je suis. Tu peux concevoir que si tu es souverain, chacun l'est. Absolument. Donc il n'y a pas à ce moment-là les gens avec qui tu as quelque chose à faire et les gens avec qui tu as quelque chose à faire. Tu peux avoir quelque chose à faire avec chaque être vivant. Absolument. Et seulement que, évidemment, ça nous amène à une unité organique de l'univers. Et j'appelle ça, entre les initiés, l'unité orgasmique de l'univers. Parce que dans cette stade-là, c'est ce qui se passe. C'est plutôt de l'ordre de l'orgasmie du cœur. C'est un état orgasmique profond. Et pour que l'unité puisse... L'unité a ça de particulier, que c'est une synthèse de contradictions. Pour unir, il faut séparer. Pour unir, il faut séparer. Et moi, je crois que pour moi, en tout cas, ma croyance, c'est que pour unir, il faut que j'arrête de croire que je suis séparé. Et pour arrêter, pour pouvoir croire que je suis non séparé, il faut expérimenter l'union. Oui. Et pour expérimenter l'union, il faut expérimenter la séparation. Comme yin et yang, tant qu'ils ne sont pas identifiés, ils ne peuvent pas s'attirer pour s'unir. Ah, ça Et donc, ça c'est encore un aspect de travail qu'on aura pendant cette semaine, de bien identifier à l'intérieur de nous le masculin et le féminin. Et on a combien de parties masculines et féminines en nous? 6. On a 3 hommes et 3 femmes qui nous aident, si on cherche bien. Je développe ça, mais parce que vous me lancez un peu. Mais enfin, il y a cerveau gauche, monsieur d'en haut, une sorte de... Vous vous rappelez du nom de la rose? Le nom de la rose. Il y avait les Sean-Connery qui jouaient là-bas, un franciscain très éclairé. Ça, c'est un archétype de l'homme sacré d'en haut, comme je l'appelle. Et en face, il y a la poétesse inspirée, la Vierge, cerveau droit. Et en bas, il y a Rocky Balboa, il y a le bouchon, celui qui... Et au fin, en face de lui, eh ben, il y a la louve sacrée, la rose. Voilà, 2 couples. Et quand ces deux couples s'unissent, voilà, qu'est-ce que tu dis? Quand ce couple s'unissent, apparaît ce 3e couple. Le couple d'en haut et le couple d'en bas. Le ciel s'est réuni à la terre. Et il y a une sorte de trinité qui apparaît.
trinité de l'union. Triple unité à l'intérieur de nous. Celle-ci, celle-ci et celle-ci. On apprend à identifier les parties en nous. Ils se manifestent, figurez-vous. Il est facile de les retrouver. C'est comme le rôle dans un film qu'on peut jouer. Parfois on sort et on se comporte de cette manière-là, et parfois on se comporte d'une autre manière. Parfois on est très cool et parfois on est young. C'est pas le... Et vous réaliserez avec beaucoup de joie que ces personnages, ils sont tellement différents. C'est une divine schizophrénie qui nous habite là. Savoir la distinguer, savoir avec qui on a affaire, qui est en manette, qui agit, mais c'est une libération intérieure extraordinaire. Et arrêter, prétendre qu'on est une seule personne, c'est une libération. Et arrêter prétendre même qu'on est une personne. Comment? Et même arrêter prétendre qu'on est une personne. Eh oui. Eh oui. Mais avant qu'on arrive à la libération de l'ego et l'apparition de l'être, il y a encore à découvrir, et ça c'est vraiment extraordinaire, c'est que les collectifs qui nous entourent n'est que l'hologramme d'une douzaine de personnages qui nous habitent. Et quand vous découvrirez qui correspond à qui, vous dites « Ah, salut moi ! Salut un autre moi !» Et là, d'un coup, tout devient familier. On découvre ce collectif intérieur. On découvre des personnages. Évidemment, c'est un long travail. Dans la vie d'une organisation organique, découverte de ces personnages et mise en consensus, en l'unité de ces personnages. Parce que pour perdre la personnalité se perd quand le collectif fusionne. Quand ils sont tellement unis il n'y a plus ni l'homme ni femme, il y a la fusion de deux. C'est pareil dans le processus intérieur. Mais c'est un long processus. Hein. Vous n'allez pas y parvenir après une semaine de formation. Mais après, ah ben oui, peut-être. Hein. Peut-être. Mais après, regardez, on est déjà à 1 heure, je ne sais pas combien, et je vous ai expliqué déjà pas mal de choses. C'est assez énorme, d'ailleurs, je ne devrais pas dire tout ça, parce que c'est attention à qui je parle. Les gens m'écoutent là-bas. Oh. Ben, en tout cas, moi, ça me paraît assez simple. C'est des prises de conscience successives que j'ai eues. Et ce n'est pas des trucs venant d'une révélation particulière, c'est ce qui est là, ce qu'on observe, c'est qu'on distingue. Une révélation particulière quand tu as parlé de l'expérience spirituelle que tu as vécue. Parce que tu dis que tout est parti de là. Oui, mais c'est plutôt révélation, c'est après. Oui, d'abord, c'est un vécu. Oui. Avant de prendre conscience, c'est un vécu. Oui. Mais tant qu'on y est là, puisque tu me lances, là-dedans, je vais vous faire un autre découvert. Moi, qui étais fan autant que vous de cette magnifique logique des niveaux, à un certain moment, je me dis, mais qu'est-ce que je raconte comme connerie? Mais en vrai, ça se passe exactement à l'envers. Quand on va dans le monde, on apparaît dans un environnement. Et on nous apprend des actions, de dire papa, maman, de marcher, de faire de plus en plus de choses. Et quand on fait ça, on apprend des capacités.
Et quand on est capable, on croit qu'on est capable. Et quand on a donné de mon preuve de croyance que je suis un bon forgeron, en forgeant, on devient forgeron. Et là, on devient un champion du monde de forgeron. Et là, c'est une expérience spirituelle. Waouh! Pas forcément. Certains n'y arrivent pas. Hein. Je crois qu'il y a beaucoup de gens, si on part dans l'autre sens, Oui. je crois que la plus grande partie de la population mondiale, si on part de l'autre sens, elle arrive bien à une fonction, forgeron, ou homme d'affaires, ou balayeur, peu importe, mais si elle part de cet endroit, c'est pas nécessaire qu'elle arrive à l'expérience spirituelle dans cette vie. Oui, exactement. Alors, Incapacité. non, parce qu'il n'y aura même pas la recherche de l'expérience spirituelle, puisqu'il y aura la satisfaction d'être comblé par la comment ça s'appelle, la satisfaction d'être le meilleur forgeron du monde. Oui. Mais je pense que c'est plutôt l'illusion de la satisfaction. Oui, mais ça c'est un jugement. Nous amener aussi à Là je suis tombé dans les jugements. Effectivement, si vous me demandez, moi je vais dire que cette expérience spirituelle, c'est une expérience spirituelle un peu entre guillemets. C'est une sorte de l'expérience. En fait, ayant découvert ça, mais finalement les deux sont vrais. Et en fait, ça donne une découverte que en fait, ces identités-là, c'est une sorte d'ego supérieur selon Freud qui dit qu'il est le résultat d'une dépendance sociale. Alors que cet ego-là qui descend de l'expérience spirituelle, c'est une sorte d'ego, on peut dire divine, qui nous est quelque part destiné en profondeur, qui émane de quelque chose de profond. En fait, la différence entre une et l'autre, tiens, je vous donne la différence entre une identité et l'autre, c'est comme entre Isis et Vénus. Vénus, c'est celle qui monte d'en bas, et Isis, c'est celle qui descend d'en haut. Carrément indistinguable. Il faut avoir un fin discernement pour pouvoir ne pas se laisser prendre au charme de Vénus. Se laisser prendre, de toute façon, il faut faire un discernement. Pas se laisser prendre. Que ce soit par Vénus ou par Isis. Que ce soit par Vénus ou par Isis, il faut faire un discernement pour ne pas se laisser prendre. Oui. Et surtout, ne pas jeter Isis sous prétexte qu'on renonce aux superficialités de Vénus. Ne pas jeter Isis sous prétexte qu'on balance la superficialité d'Isis. De Vénus, pardon, d'Aphrodite. Bon. Vous m'embarquez, hein? Non, je parle tout seul. Oui, je m'embarque tout seul. C'est vrai, mais je voudrais me déculpabiliser de ce fait-là. Ok. Et donc, maintenant donc, où nous en sommes dans notre histoire? Dans notre histoire, nous sommes à l'apparition de la méthode Orgasmique. Ça, on arrive. On n'y est pas encore, mon frère. Gouvernance orgasmique. On arrive. Je sais que tout le monde est intéressé par ça, mais on arrive. Là, dans le déroulement de l'histoire, nous sommes arrivés au développement de la mission de vie, de la raison d'être, identité. J'ai commencé à travailler là-dessus et j'ai vu le résultat que ça donnait. Ça a déjà donné un travail sur moi que j'ai accompli avec cette méthode.
ceux qui vont participer à la formation vont découvrir la mission de vie et la vision que je décris il y a 20 ans. Elle décrit pile poil ce que je suis en train de faire. Ça n'a pas changé d'un pouce depuis 20 ans. Disons, il y a quelques nuances de formulation, puisque la conscience n'est pas la même 20 ans, mais le tronc, le sens, c'est tout à fait valable. Deuxième découverte qui a eu lieu, c'est la découverte des consensus sans compromis. Je vous ai déjà raconté l'histoire. C'est quand j'ai travaillé, après la sortie de la communauté, j'ai travaillé comme psychothérapeute pendant une dizaine d'années, en utilisant cet outil de réconciliation de parties, collectif intérieur, qui tire dans tous les sens. D'un côté, je voudrais être fidèle, de l'autre côté, je voudrais être libre. C'est ce personnage-là qu'on peut réconcilier grâce à la méthode de consensus sans compromis. Et donc, pendant un temps, je travaillais dans mon cabinet avec ces outils de réconciliation intérieure, puis je l'ai appliqué à l'extérieur et effectivement ça donnait une chose assez extraordinaire. Puisque j'ai réalisé une chose assez incroyable. À savoir que si je peux réconcilier deux gens qui sont en profond conflit, où leurs émotions de colère et de haine parfois sont extrêmes, je peux réconcilier n'importe qui avec n'importe qui. Ça veut dire que je peux mettre en accord n'importe qui. Par exemple, le vendeur et l'acheteur. Et je découvre que ça, c'est une méthode de vente. Et à l'époque, je me suis dit, waouh, je vais faire une fortune avec. C'est aussi une méthode d'achat. C'est pareil, puisqu'on réconcilie, on met d'accord l'acheteur et le vendeur. Et donc c'est une méthode de négociation en général. Et puis après, j'ai découvert que ça ne concerne pas uniquement deux personnes, ça concerne plusieurs personnes en même temps. Et donc là, on a une méthode de conduite de réunion. Et j'ai découvert que si on applique cette méthode de conduite des réunions, par exemple, à l'établissement des axes stratégiques de l'entreprise, ben on a un outil complet de management, puisqu'on peut gérer en un seul outil, relativement simple, créer les axes stratégiques de l'entreprise, conduire les réunions, gérer les conflits, faire des ventes. Waouh! Tout dépend quelle est l'intention qui porte tout ça. Voilà. C'est de ça que je voulais parler. Je me suis égaré par rapport à ma raison d'être. Je suis parti, je travaille comme coach dans l'entreprise, consultant en management, en négociation. Pire que ça. Je suis devenu chef d'entreprise. J'étais vraiment bon. J'étais vraiment très très bon. J'avais 4 entreprises. Je travaillais avec Bouygues, Vinci, j'ai négocié des contrats pour plusieurs millions. Pour être bref, je finis comme trader financier. D'accord. Mais parce que la loi d'attraction est passée par là, et je me suis dit que à faire des millions, on tente d'ajouter quelques euros. Et quand j'ai formulé cette intention, les circonstances se produisent que je suis devenu introduit au lieu de finance à Genève, à Zurich, à Hong Kong, à Londres. Heureusement, à la fin, je fais une grosse faillite. Grosse faillite. En fait, je me suis arrangé. Il y a dans mon collectif
à l'intérieur de moi, j'ai un personnage qui est mon meilleur ami du monde, qui est mon saboteur. À chaque fois quand je m'éloigne de ma ligne, là, il est capable de faire des merveilles. Avec toutes les méthodes du monde, le plus pertinent, il est capable de faire de la sorte que non. Et à ce stade-là, c'était une grande période de purification, puisque de contrat avec 9 euros derrière, je suis arrivé au RSA. Pas la Manche, mais enfin, Et Vive là, la France. comment? Et vive la France. Voilà, c'est déjà très bien. C'est déjà très bien. Et comme j'étais quelqu'un de vaillant, avant que mon entreprise dépose le bilan, j'ai épuisé gentiment toutes les ressources possibles et imaginables pour pouvoir sauver cette entreprise. Alors quand je me suis trouvé en faillite, il n'y avait plus aucun ami, aucune possibilité. Pas un rang qui demandait, parce que tous les rangs à qui demandait étaient déjà demandés et donnés avant. Tous les quoi? Tous les deux. L'argent. Toute l'aide que j'ai demandée pour me soutenir, pour m'en sortir, alors que ça coulait, ben, j'ai déjà pris. Je me suis endetté encore à droite, à gauche chez les amis, j'ai déjà tout pris en leur expliquant que c'est pour nous rappeler qu'il est temps de faire la réunion d'unanimité connectée. J'ai fini mon histoire. C'est une fois qu'en étant au RSA, j'ai écrit mes deux bouquins et que ça n'a pas du tout marché, puisque c'était... je me suis adressé aux mauvaises personnes. Je voulais faire un livre de grand public alors que c'est ultra niche comme vous. Là, quand je ne pouvais plus rien faire, il est arrivé un moment magnifique dans ma vie, dans lequel, dans le dernier élan de mon entrepreneur, j'ai réuni mes dernières ressources. J'ai employé un spécialiste de public relations pour faire une campagne publicitaire très professionnelle. Et nous avons envoyé la publicité à 270 000 personnes. Et il n'y avait pas une réponse. Pas une. Statistiquement impossible. Statistiquement impossible. Alors là, je me suis dit, d'accord, là maintenant, je comprends. Désormais, je suis autorisé à ne rien faire. De toute façon, quoi que je fasse, c'est pas la peine. Et à ce stade-là, j'ai commencé à dormir tant que je voulais, de me faire des petits plats, tranquillement passer ma matinée à faire la méditation. Et petit à petit, tout est devenu cohérent, tranquille. Et je suis redevenu si heureux comme le jour que je vous racontais en prison. En fait, la prison a duré plus ces 3 mois. Et puis, à partir de ce moment-là, tout commençait à devenir fluide, tranquille, enfin normal. Normal selon la norme profonde. Ben, il
il se trouve que à cette époque-là, j'étais demandé par un collectif qui se trouvait dans une situation dans laquelle se trouvent beaucoup de collectifs actuellement. C'est un collectif qui s'est réuni, c'est des entrepreneurs parisiens qui ont descendu, ont acheté une propriété dans les Cévennes et dirigé leur entreprise à partir de ça. Ils ont construit ce qu'ils avaient à construire, et quand tout l'argent était dépensé, tout était construit, ils se trouvaient en face d'eux-mêmes, dans des tensions stratégiques sur la raison d'être complètement insupportables. Et comme la plupart des collectifs qui ont déjà construit ce qu'ils avaient à construire arrivent à une phase dans laquelle ça devient invivable. D'ailleurs, ça me rappelle ce magnifique témoignage de Laurent et Sophie Rabi de Arnaud Dubuis, qui ont partagé il y a 2 semaines durant la session Oser la fraternité. Oui. Que le niveau de tension sur la raison d'être arrivé à ce stade-là, qu'en décembre, ils étaient prêts de quitter leur collectif. Quand vous voyez le partage de gens qui reviennent de Auroville, ça ne parle que de ça. Ça veut dire, une fois quand l'idée qui réunit, une fois la raison d'être ponctuelle cesse de réunir les gens, il revient à ce qu'ils sont. Et là, ça commence à tirer dans tous les sens. Parce qu'il n'y a pas de travail accompli sur la raison d'être profonde de chacun. Et le besoin de prise de conscience de cette raison d'être se manifeste. Donc, oui. Tu peux donner un exemple de raison d'être? Oui, je vais te donner la mienne. J'ai pas demandé. Découvrir, incarner et transmettre les structures universelles des organisations de toute taille permettant être soi, ensemble, au service des siens, pour la satisfaction entière de tous, afin de pouvoir atteindre un niveau d'alignement de dimension et harmonie de polarité permettant d'abandonner toute méthode et structure et vivre librement dans la magie de l'amour et de synchronicité, manifestant ainsi l'unité orgasmique de l'univers. C'est un peu compliqué. Pas du tout. L'univers est compliqué. Voilà, ça c'est un développement qui est personnel. Après, dans un collectif, par exemple, nécessairement un collectif que moi je vais construire va graviter autour de ça. Un résumé des collectifs que nous sommes en train de mettre en place comme une oasis organique un peu modèle qui incarne ça, c'est un lieu dans lequel à Mirepoix, en Ariège, nous organisons déjà régulièrement des stages de la totale de la gouvernance organique, donc une formation de 1 semaine, celle qui va avoir lieu ici, mais qui est organisée systématiquement aussi là-bas. Donc qui regroupe l'ensemble des éléments nécessaires et suffisants d'un fonctionnement organique, ça veut dire complet, cohérent, d'une structure. Donc là, par exemple,
condensé, le condensé de la raison d'être, ça sera être 24 sur 24. Ouais. Ça veut dire que ça présuppose la connexion à soi, ça présuppose le développement du projet professionnel qui permet d'être en permanence connecté avec soi, ça présuppose les relations hommes-femmes, familiales, qui sont basées sur la connexion, ça présuppose libération de tension de l'ego. C'est tout un programme, dans une sorte de concentré de 3 mots. Voilà, pour la raison d'être. Par exemple, quand on veut rentrer dans un projet collectif, est-ce que ça présupposerait que pour éviter ce niveau d'état de tension, tu aurais passé par toutes les étapes que toi tu proposes dans cette formation en fait? Oui. C'est-à-dire, il suffit de passer pour cette formation pour avoir une idée. Par exemple, si je veux faire une colocation avec Jean-Philippe, ce qui a été le cas. Non, ça n'a pas été de projet. Du coup, il faudrait que. Faudra qu'on fasse la formation. Faudra. Et voilà pourquoi ils n'ont pas fait. Ce que te propose Alexander, c'est une possibilité parmi les milliers possibles. Je veux vous parler d'une possibilité. Une autre que celle-ci. Elle est vraiment très intéressante. Parce que c'est une méthode naturelle d'arriver à la prise de conscience de sa raison d'être. À une certaine époque, j'ai découvert une corrélation entre niveau de conscience et niveau d'énergie de la personne, et niveau de satisfaction, au niveau de bonheur qu'elle émane. Tu as marqué vibration. Vibration. Vibration est là, niveau de conscience, donc là, c'est la pleine conscience, plein éveil. Et là, c'est la masse noire. Donc, j'ai découvert que cette relation, elle est comme ça. Et que dans ce cheminement, on peut distinguer plusieurs phases. Voilà. Cette phase-là, c'est la phase des conflits. C'est la phase dans laquelle la quantité de critères satisfaits pour la personne est tellement basse qu'on n'a que se révolter. En même temps, la conscience de ce qu'il me faut pour être heureux, elle est tellement basse que la personne cherche généralement à survivre. Et c'est son première et seule et unique préoccupation, et la seule critère satisfait, c'est survivre. Mais si ça est mis en danger, ça devient vraiment quelque chose d'insupportable. Ça déclenche l'état dépressif, l'état de colère, l'état d'agression. Qui a vu le film Antichrist de Lars von Trier, c'est l'étude sur ces états-là. Ah, merci. Et donc, ces vibrations-là, elles donnent emprise à l'archétype de la victime. Quand on est dans cette vibration-là, dans ce type de conscience, dans ce type de raisonnement, on est victime de tous. Ça veut dire qu'on manifeste qu'on n'est pas capable de se donner quoi que ce soit. Il faut que ceux qui ont un niveau de conscience supérieur nous prennent en charge. Après,
quand la conscience monte, on arrive à un stade dans lequel on commence à savoir tirer l'épingle du jeu et on commence à utiliser nos différentes capacités pour satisfaire de plus en plus de nos critères. Ça, c'est la zone de tension. En général, on fait ce qu'on n'a pas envie de faire, mais au moins on est bien payé. Ce sont des vibrations relatives à l'archétype de la prostituée. 99% de population mondiale réside dans cette zone. Et après, quand la conscience monte, il arrive un jour dans lequel la personne se dit non, ça suffit, j'en ai marre de faire ce que je n'ai pas envie, de faire ce jour de je vais créer une entreprise. Ou je vais concevoir un collectif. Ou je vais me laisser faire par la sagesse de l'univers. Ça c'est plus tard. Oui, non, mais voilà. Mon frère, ne nous mélangez pas de On n'en est pinceaux. pas là. Ça arrive bien plus tard. Donc là, c'est un magnifique moment dans lequel on a cette joyeuse impression qu'on a tout compris. À chaque étape en fait. À chaque étape, on... Non, c'est pas tout à fait pareil. Là, on a vraiment l'impression qu'on a tout compris. On met en place une entreprise qui va nous enfin rendre heureux, qui va nous rendre indépendants de tous ces gens-là qui nous obligeaient jusqu'à maintenant à faire ce qu'on n'avait pas envie. On va faire quelque chose qui nous plaît. Et qu'est-ce qui se passe? On se répète ça de plus en plus souvent, à chaque échec, à chaque ras-le-bol. On dit non, cette entreprise c'était pas bien, le suivant ça serait mieux. Évidemment, toutes les expériences communautaires se déroulent à peu près dans cette zone-là. Et cette zone, c'est la zone de quoi? Du sabotage. C'est comme les entreprises. Dans lequel on arrive à un échec magistral d'une super bonne idée. Le but de cette période-là, ne vous en trompez pas. Il faut avoir beaucoup de compassion et d'indulgence par rapport à soi, parce que ça c'est précisément la méthode d'éveil, d'évolution de conscience, que la nôtre. Regardez ce qui se passe avec nos consciences maintenant. Et on commence à comprendre un peu partout qu'on ne peut pas vivre comme avant, mais pourquoi on ne se rend pas compte? Parce qu'on a foutu de la merde jusqu'au plus soif, tellement ça pète aux yeux. Et dans les collectifs, quand la vie devient vraiment insupportable, on se résigne à admettre qu'avec ces gens-là, on ne peut pas continuer. Et qu'on peut continuer peut-être avec celui-là, ou carrément plus de vie communautaire, voilà, pour revenir à quelque chose qui nous permet de respirer, tellement on a bavé. C'est-à-dire, tellement on est sûr que c'est une bonne idée à partir de ce moment-là, qu'on arrive à des souffrances complètement dingues. Parce que là, c'est notre ego qui en joue. C'est pas la prostitution, ou c'est pas un foutu patron qui nous mène une vie de galère. C'est nous-mêmes. Alors là, de se tromper soi-même sur ce qui est bon, il nous faut beaucoup. Et bien, la vie nous apporte beaucoup. C'est une longue période dans laquelle, regardez cette logique-là, nous apprenons, et c'est toujours la galère. Nous apprenons, et c'est toujours la galère.
Comment? Et après, il se passe quoi alors? Et après, ben, on tamponnerait ça. Et tout s'éclaire. On fait rien. Et à partir du moment qu'on a arrêté de tous ces efforts désespérés, tout se met à fonctionner tout seul. Les salades poussent sans qu'on les tire. Ils n'ont pas besoin de cela. Tout est déjà programmé pour le bonheur total. Et donc, pour atteindre la perfection, on n'a rien à ajouter, il y a juste à enlever nos bonnes idées sur ce sujet. Voilà. Et donc ça, éventuellement, c'est un autre travail qui est proposé pour arriver à la conscience de la raison d'être. Elle est longue et douloureuse, mais relativement efficace. D'ailleurs, à la force de parler de ces graphiques, j'ai eu le flash un jour que ça correspond tout à fait, ces stades-là correspondent tout à fait à l'histoire biblique des sorties d'Égypte. Que là-bas on faisait des briques pour le pharaon, mais au moins on avait ceci ou cela. Que là, avec les fanfares, on quitte l'ancienne vie, on passe la mer Rouge, et on est enfin libre de tous ceux qui nous faisaient de nous. Voilà, je vous rappelle que l'Abraham a envoyé sa propre femme, qui était sa sœur, dans les lits du pharaon pour avoir quelques avantages. Voilà. Et donc ça, ce qui se passe là-dedans, c'est la prise de conscience que pour rentrer dans la terre promise, ça veut dire de passer de l'Égypte jusqu'à Jérusalem, à peu près 150 km, peut-être plus. Bon, les distances qu'on peut passer en une semaine, comme par hasard. On passe pendant 40 ans dans le désert. On n'est pas obligé. Évidemment, on n'est pas obligé. On peut faire en une semaine. On peut faire en une semaine. On peut faire en une semaine. Effectivement, si quelqu'un sait où est Canaan, où est la terre promise, qui connaît les chemins. Mais ce qui est paradoxal, c'est que, voilà, je ne voudrais pas blesser qui que ce soit, mais les spécialistes de guidance vers la terre promise me semblent être ceux qui sont les spécialistes de prolongation du temps pour y arriver. Est-ce que le meilleur indicateur, c'est pas la capacité à lâcher prise, justement? Oui. Le meilleur indicateur, enfin, Oui, ce qui c'est va nous quand faire j'ai passer. commencé à ne rien faire, c'était un gros lâcher prise. Mais avant, pour ne pas être dans le joyeux espoir qu'il suffit de lâcher prise pour être clair, c'est pas nécessairement ça. Parce que si tu lâches prise, tu n'as pas conscience de qui tu es. Ça risque d'être un peu démasculanisé. Ça risque d'être une féminité répandue partout, sans que quoi que ce soit puisse structurer la personne. Il y a un déséquilibre vers les yin, vers la féminité, sans l'union structurante faisant de nous ce que nous sommes. Nous ne sommes pas des répandus des énergies, nous sommes des êtres très structurés et très individualisés, très uniques. Cette structure se manifeste en nous. C'est un travail d'orfèvre. C'est précis. Tout en étant juste une illusion. Mais quelque chose n'empêche cette illusion, elle est très précise, très structurée. Tout en ayant une autre dimension féminine à l'intérieur de cette structure qui peut se répandre à l'infini. C'est des paradoxes. C'est des contradictions.
Donc, d'une manière ou d'une autre, je crois il faut nous arriver d'un côté à lâcher prise, mais de l'autre côté à observer la réalité suffisamment pour savoir qui nous sommes. Et vous voyez, dans ma raison d'être à moi, il y a d'abord cette structuration dans laquelle, une fois quand on a compris la structure et tout est bien aligné, là, on peut lâcher prise. C'est comme l'avion qui a atteint une certaine hauteur pour pouvoir lâcher le coucou qui le tire, le mental. Voilà. Et donc, je vais continuer mon histoire. Ce collectif-là m'a demandé, sachant que je travaille sur la raison d'être, de les aider à travailler la raison d'être du collectif. Nous avons au départ pris le chemin de faire la mission de vie à chaque membre du collectif, puis utiliser le consensus et le compromis pour faire une raison d'être commune. Or, ça ne s'est pas passé tout à fait comme ça. Je remarque au passage que ce collectif-là, il était quand même pas mal avancé au niveau de gouvernance parce qu'ils ont déjà fonctionné en holacratie et ont passé par la sociocratie avant. Donc pour moi, c'était vraiment génial. C'est d'ailleurs pour ça que le courant a super passé, puisqu'on était vraiment sur la même longueur d'onde. Et là, effectivement, nous avons commencé à faire le travail sur la raison d'être de chacun. Et là, il y avait une succession de prises de conscience énormes qui s'est déclenchée. La première prise de conscience, c'était que ces gens-là, qui étaient quand même bien avancés au niveau de conscience, au niveau de spirituel, une fois quand ils ont découvert leur mission, leur raison d'être, une fois quand ils se sont branchés à leur alignement, à leur être, nous sommes arrivés à un tel niveau de vibration ensemble que pour concevoir, prendre conscience de la raison d'être commune, je n'avais pas du tout besoin de les enseigner le consensus sans comprendre. Ça tombe tout seul. Et là, j'ai pris conscience de l'unanimité connectée. J'ai compris qu'il suffit que tout le monde du cercle soit dans l'état de vibration, l'état de connexion à soi profonde, pour que la conscience s'ouvre tout seul, dans lequel la procédure consiste à se mettre dans la vibration, partager dans une sorte de météo toutes les tensions, holacratie, je vous en ai parlé, toutes les tensions qui sont présentes, et poser une bonne question. Car quand on a la bonne question, on a la bonne réponse. La réponse tombe. Et la question est, comment résoudre l'ensemble des tensions dans une solution satisfaisante? Vous posez dans l'état de vibration cette question, et la réponse tombe. La réponse inspirée a ça de propre qu'elle génère l'unanimité. Pas besoin de vote. Quand ça tombe, tout le monde est d'accord. C'est une évidence. Et découvrir ça, c'était vraiment magique. Puisque nous avons eu, à la force de travailler ensemble, une certaine facilité de se mettre dans la connexion. Et dans cette connexion, les décisions tombaient comme ça. Donc non seulement nous étions en lien profond et extrêmement vibrant, tout le contraire d'une réunionite où on est fatigué, c'était plutôt orgasmique. Non seulement on était dans cet état-là, mais encore les choses chiantes, concrètes, administratives, se résolvaient une après l'autre. Ça y est, on est arrivé. Donc j'ai pris conscience que ça peut fonctionner comme ça. Toutefois, on a aussi réalisé que c'est un état vraiment instable et fragile. Ça veut dire que dès qu'il s'agissait de l'argent, s'il s'agissait des relations conjugales ou un truc comme ça,
les uns et les autres, soit étaient dans la prise de pouvoir, soit étaient dans la manipulation, soit étaient dans une peur qui cassait la vibration. Et là, avec ça, plus rien ne marchait. Il fallait pédaler avec le mental. Au mieux avec le consensus sans compromis. Mais on n'a pas appris le consensus sans compromis dans ce collectif-là, parce qu'ayant découvert l'unanimité, consensus, il n'y avait plus de motivation. Donc on est parti plutôt dans la recherche de moyens à pouvoir neutraliser une activation, on a appelé ça une activation, de la sorte à pouvoir aider la personne de sortir de son activation et revenir à la connaissance. Et à la force de faire ça, nous avons découvert tout un panoplie de méthodes. J'ai utilisé au départ le pointage, le EFT. EFT était très efficace, mais EFT est lent. Vous ne pouvez pas l'appliquer dans... Oui, voilà, la plupart connaissent l'EFT. Vous ne pouvez pas l'utiliser durant les réunions parce que c'est beaucoup trop manifeste, ça ne marche pas. C'est vraiment quand... Vous imaginez si plusieurs personnes passent leur temps à faire l'EFT, ça devient un peu ridicule. C'est qu'ils essaient. Donc, du coup, j'ai cherché d'autres méthodes et maintenant, nous disposons de 4 méthodes permettant de sortir des tensions en l'espace de 30 secondes, 1 minute, dans une facilité complètement déconcertante. Et à la force de les utiliser, parce que quand vous êtes en permanence, j'étais pendant 2 ans dans ce collectif et maintenant je continue, j'utilisais ça avec les gens tout le temps en formation, j'ai découvert une certaine évidence, et je vais terminer notre conférence là-dessus. Voilà. C'est qu'au niveau des tensions, ce qui se manifeste, la plupart, c'est de nos tensions personnelles névrotiques. Et les tensions névrotiques, qu'est-ce que c'est? C'est quand il se passe quelque chose, ça déclenche, comme par le réflexe du Pavlov, l'ensemble des enregistrements émotionnels relatifs au stimuli. Passé. Et certains ont tendance de dire que toutes les tensions et les émotions viennent du passé. Mais si toutes viennent du passé, d'où vient l'émotion du passé? Donc, c'est le passé. Il y a eu le Big Bang, c'est derrière moi. Non, embrouillons pas le message parce que ça c'est très intéressant. En fait, la plupart de nos tensions, de nos excitations, de nos énervements, c'est les souvenirs de nos blessures du passé. Mais, une fois qu'on a remarqué aussi qu'utilisant ces méthodes, vous pouvez très rapidement nettoyer tous les souvenirs. Au passage, l'organisation organique devient un lieu de guérison thérapeutique profond, mais comme bonus. Pas comme but. Il peut y avoir les communautés qui se réunissent dans le but thérapeutique. C'est tout à fait valable comme raison d'être, notamment. Mais, indépendamment de la raison d'être, ça peut être une entreprise, si on utilise ces méthodes, comme bonus, on a un nettoyage profond de mémoire émotionnelle, notamment celles qui nous activent. Premièrement. Deuxièmement, on a réalisé qu'ayant nettoyé certaines émotions du passé, on arrive à réaliser que certaines émotions persistent parce que nous les produisons in life, dans le présent. C'est les pensées qui produisent les émotions. Et donc là, il restait à découvrir le processus génératif de pensées qui génère les tensions. Et on a cette structure. On a un outil qui nous permet de comprendre la structure même intérieure de production du pensée et s'en libérer dans l'espace de 3 questions.
Waouh. Cet outil, ça s'appelle le traitement organique des importances. Puisqu'enfin, c'est des importances qui génèrent les tensions. La prise, c'est une croyance limitante qui donne l'importance à certaines choses et ces importances se structurent au niveau logique, ça veut dire chaque croyance sert à nous apporter quelque chose de bien spécifique. Quand on a ça, la croyance au-dessous n'est pas du tout nécessaire. Et ça nous sert à apporter quelque chose de plus grand que cela. Et quand on a cela, on n'a plus besoin de cela. Mais oui. Superordinate goal.